Et si je te disais que certaines équipes étaient maudites, pas juste malchanceuses, là, damnées par des forces obscures. Entre chèvres diaboliques, stade hanté, pacte avec le diable, voici 8 malédictions complètement folles dans le monde du sport. En 1919, les Red Sox de Boston dominent le baseball majeur. Ils ont même remporté 3 des 4 dernières séries mondiales. Donc, tout va bien, right? Pas vraiment. Le propriétaire de l'équipe, Harry Frazee, a des difficultés financières. Il veut donc se faire de l'argent rapidement et décide de vendre le meilleur joueur de son équipe, Babe Ruth, aux Yankees de New York. Frazee obtient 100 000 $ et un prêt de 300 000 $. Et ça, dans le temps, c'était énorme. Selon la légende urbaine, avec cet argent-là, il voulait investir dans une comédie musicale. Tout ça pour dire qu'après cette transaction-là, les Yankees de New York deviennent une machine à gagner et les Red Sox enchaînent 86 ans de malheur. En 2004, les Red Sox domptent finalement leur démon en remontant un déficit de 3-0 face à leur ennemi juré, les Yankees de New York, en finale d'association. Ils vont finalement éliminer les Yankees au 7e match et quelques jours plus tard, ils vont gagner la Série mondiale. Le 6 octobre 1945 a lieu le 4e match de la Série mondiale entre les Cubs de Chicago et les Tigers de Détroit. Tout le monde veut voir le match au Wrigley Field, et c'est le cas du propriétaire de la taverne Billy Goat, William Sianis, qui s'achète 2 billets. Un pour lui et l'autre pour son book. Il se rend ensuite au stade, mais on lui refuse l'entrée parce que son book, il pue, tout simplement. Furieux, Sianis aurait déclaré « Les Cubs ne gagneront plus jamais. » Ben, il a eu raison. Chicago a perdu la Série mondiale de 1945 et la malédiction Billy Goat est née. Ça aura pris 71 ans et beaucoup de malchance aux Cubs pour qu'ils puissent finalement renverser la malédiction en 2016 lors d'un match numéro 7 de la Série mondiale face aux Indians, match qu'ils ont gagné en prolongation. Toujours au baseball, on se transporte au Japon en 1985. Les Tigers d'Hanshin gagnent leur premier titre. La ville est en liesse. Les partisans deviennent fous. Vraiment fous. Pour rendre hommage à la formation, un sosie de chaque joueur doit plonger dans le canal de Tombori d'Osaka. Sauf qu'on a beau être au Japon, il n'y a pas juste des Japonais dans l'équipe. L'un des meilleurs joueurs de l'équipe, Randy Bass, est américain. La brillante idée des partisans? On va prendre une statue du colonel Sanders, ça va faire l'affaire. Ils décident donc de lancer la statue du colonel dans le canal. Et là, c'est la Descente aux enfers sportive. Dans les saisons suivantes, les Tigers sont tout simplement médiocres. Défaite après défaite, on rate les séries et c'est même pas proche. Et là, on commence à parler de la Malédiction du colonel. La légende urbaine va si loin qu'en 2009, on envoie des plongeurs pour retrouver la statue afin de lever la malédiction. Bon, c'est un semi-échec. Ils retrouvent le torse, les jambes, une main, et tout ça en mode puzzle. C'est finalement 38 ans après le début de la malédiction que le miracle se produit enfin. En 2003, les Tigers gagnent un 2e championnat. Et bien sûr, comme un bon vieux rituel, les fans retournent faire leur plongeon légendaire dans le canal de Tombori, mais cette fois-ci sans statue. C'est bien connu, les Cards de l'Arizona sont mauvais, année après année. Les partisans de l'équipe ont une théorie pour expliquer les insuccès des Cards. La malédiction des Maroons de Pottsville. En 1925, il n'y avait pas d'éliminatoire ni de Super Bowl. Les champions, c'était ceux qui avaient la meilleure fiche en saison régulière. Et à ce moment-là, c'était les Maroons de Pottsville. Sauf que parce que les Maroons ont disputé un match non autorisé à Philadelphie, le commissaire de la NFL décide de suspendre l'équipe au complet. Les Cardinals, qui évoluaient à Chicago dans ces années-là, décident d'organiser 2 matchs contre des équipes douteuses, tout ça dans le but de gonfler leur fiche. C'est exactement ce qui se produit et les Cards remportent le trophée. Par contre, le propriétaire refuse de l'avoir, stipulant que son équipe ne méritait tout simplement pas de le gagner. C'est seulement 7 ans plus tard que de nouveaux propriétaires vont vouloir rapatrier le trophée. L'équipe va gagner un autre titre en 1947, mais depuis, rien. Imaginez-vous, l'équipe a plus de déménagement que de présence au Super Bowl. La règle numéro 1 de chaque film d'horreur: ne construis
jamais ta maison sur un cimetière. Ben ça, les Saints de la Nouvelle-Orléans l'ont pas vraiment compris. Dans les années 70, l'équipe fait construire le Superdome juste à côté d'un cimetière protestant du 19e siècle. Bien que le cimetière ait été déplacé quelques années auparavant, on pense toujours qu'il y a des corps sous la terre, et une partie du cimetière correspond au garage de stationnement du Superdome. Avec les croyances au vaudou et aux superstitions, accompagnées par des résultats atroces de l'équipe, les fans font ni une ni deux. Le Superdome est maudit. La malédiction est tellement dans la croyance populaire qu'on va faire appel à des prêtres et des prêtresses vaudous pour faire des rituels de purification. Coïncidence ou pas, les Saints remportent leur premier match en éliminatoire la saison suivante. Et encore mieux, en 2010, menés par Drew Brees, les Saints remportent le Super Bowl. Cependant, quelques partisans pensent qu'elle est encore présente, surtout à cause des défaites cruelles des dernières saisons. Les 3 certitudes de la vie, la mort, les taxes et les Jets vont être mauvais cette année. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. En 1969, les Jets se rendent jusqu'au Super Bowl. Par contre, ils sont largement négligés face aux Colts de Baltimore. Mais ça n'empêche pas le corps arrière des Jets, Joe Namath, d'y aller d'une citation célèbre aujourd'hui. « Dimanche, nous allons gagner, je le garantis. » C'est bien beau le dire, mais il faut encore le faire. Ben, ils l'ont fait. Namath obtient le surnom de Broadway Joe, et avec raison, il a le titre, il a le look et il a le lifestyle. Par contre, après ce fameux match, c'est là que ça se gâte sur le terrain. Souvent blessé, Joe Namath donne des éclats ici et là, mais c'est rien pour aider les Jets. Il va quitter l'équipe en 1977 et depuis, c'est raté après raté à chaque fois que les Jets essaient de se trouver un corps arrière pour le remplacer. Et comme c'est de la nature humaine de vouloir trouver des réponses, ben les partisans se sont dit que Broadway Joe avait vendu son âme au diable pour gagner le fameux Super Bowl et que depuis, l'équipe était maudite. C'est pas rare qu'on parle d'une malédiction pour un joueur ou pour une équipe, mais c'est pas mal plus rare de parler de ça pour une ville entière. Buffalo, c'est plus qu'une ville, c'est un cimetière de rêves sportifs. Une ville où l'espoir meurt à chaque match décisif. Les Bills des années 90, c'était une machine de guerre. Quand même, là, on parle de 4 présences consécutives au Super Bowl. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils ont ramené de ça? Rien. Absolument rien. Le cauchemar commence en 1991. Buffalo est à un botté de précision de gagner le Super Bowl face aux Giants. Wide right. Un échec historique. Mais au lieu de s'effondrer, Buffalo revient encore, et encore, et encore au Super Bowl. Mais à chaque fois, c'est la défaite. Juste pour vous montrer à quel point la ville est maudite, Buffalo a déjà eu une équipe de baseball professionnelle. Puis elle l'a perdu. Même son de cloche pour les Sabres. La seule fois qu'ils ont passé proche de gagner la Coupe Stanley, c'est en 1999 face aux Stars de Dallas. Le but a donné la Coupe Stanley aux Stars et privé les Sabres d'un premier titre et laissant les fans frustrés qui, eux, ont alimenté la croyance d'une malédiction. En fait, la ville de Buffalo n'a jamais remporté un titre dans les sports majeurs. Les Red Sox ont attendu 85 ans et les Cubs 108 ans. Combien de temps ça va prendre aux fans des Maple Leafs avant qu'ils puissent festoyer? Quand on parle de malédiction et de hockey, c'est probablement la première équipe à laquelle on pense. La dernière coupe des Leafs, c'était en 1967. À ce moment, Toronto compte sur un joueur du nom de Larry Hillman. Et après la victoire de la coupe, Hillman n'est pas fou. Il veut une augmentation de salaire. La réponse de la direction est simple. Non. En plus, il lui donne une amende pour avoir demandé. Furieux, Hillman aurait invoqué une malédiction. Les Leafs ne gagneront plus jamais la Coupe Stanley tant et aussi longtemps qu'on ne m'a pas remboursé avec intérêt. Et devinez quoi? Il avait raison. En 2017, l'équipe essaie de briser le mauvais sort en lui offrant un chèque humoristique. Ils n'ont toujours pas gagné. Rien pour les aider, en 1972, Harold Ballard devient propriétaire de l'équipe et gestionnaire principal. Sa gestion de l'équipe a été marquée par des décisions controversées, un ego démesuré et une obsession au profit plutôt qu'au succès sportif.
Il avait une relation tendue avec les joueurs et les dirigeants et il refusait même d'augmenter les budgets pour améliorer l'équipe. Juste son règne a été qualifié de malédiction. Je sais pas si c'est celle de Hillman ou de Ballard, mais les Leafs n'ont toujours pas réussi à se sortir de leur mauvais sort. Alors, coïncidence ou malédiction? Dis-moi en commentaire ta malédiction préférée et surtout, abonne-toi pour pas que je te lance Une malédiction.